Bonjour à tout le monde. Bon, j'ai triché un peu parce que j'habite à Dijon depuis 15 ans, donc c'est pas... Bien, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une étude un petit peu exploratoire, une idée un petit peu folle qu'on a eue il y a une année à peu près, une année et demie. Donc cette idée d'approche polysensorielle pour essayer de décrire ce qu'on ressent dans la bouche en termes de texture par ce qu'on pourrait ressentir sur les bouts du doigt, effectivement aussi en termes de texture. Donc, juste pour compléter la présentation d'Anthony, quelques petites photos. Donc, ça, c'est la Bourgogne, et c'est beau. Là, c'est mon école. Et là, c'est mon centre de recherche. On reprend les choses sérieuses. Alors, ce travail avait fait l'objet du Master 1 de Solène Brachet. Donc, c'est elle qui a fait le boulot, et il faut que ça se sache. Un boulot qui a été en quantité et en qualité assez remarquable. Donc, pourquoi je parle de polysensoriel? Si on dit que c'est du toucher et c'est du toucher, ben, comment ça c'est pas polysensoriel? Ben, si, c'est polysensoriel, tout simplement parce que c'est pas les mêmes structures, c'est pas les mêmes récepteurs qui gèrent le toucher sous la peau ou bien dans la cavité buccale. Donc, sous la peau, nous avons ces trois éléments surtout, des corpuscules de Messner, des corpuscules de Passignan et des terminaisons de Ruffini qui gèrent différents aspects du toucher. On a aussi des thermorécepteurs et des nocirécepteurs, mais bon, ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les doigts, par exemple. Mais dans la bouche, ce n'est pas du tout ça. C'est essentiellement des terminaisons libres du nerf trigéminal. Donc, Aude l'a expliqué parfaitement. Et aussi des papilles qu'on a sur la langue. Donc, parmi les papilles gustatives, il y en a certaines qui ne s'occupent pas de la gustation, qui s'occupent du toucher. C'est les papilles filiformes. Donc, voilà, on a deux systèmes sensoriels qui s'occupent du toucher et on va essayer d'établir un rapport, si on peut, entre ces deux choses-là. Alors, le toucher dans le vin, on a l'impression que c'est un petit peu l'oublié. On a énormément développé les vocabulaires aromatiques. Bordeaux a beaucoup contribué dans la connaissance de l'arôme du vin. Et on a un élément important dans les années 80, c'est la création de la roue des arômes, que vous connaissez sans doute, à Davis. Donc, on a des outils pour comprendre les arômes du vin. Côté texture, c'est beaucoup moins glorieux. La littérature sur la texture, elle est assez récente et il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il y a vraiment pas mal de travail à faire. Nous, on a essayé justement d'avancer un petit peu là-dessus parce que on s'est rendu compte que communiquer les perceptions des textures en bouche à quelqu'un d'autre, ce n'était pas si simple que ça. Alors, ce vocabulaire des textures, il est très divers et il fait appel à, disons, il y a différentes connotations. On a une connotation corporelle, vous voyez, avec des choses comme charnu, maigre, désossé. Une connotation plus textile, ça c'est très classique, on cite des tissus, étoffé, soyeux, velouté, il y en a plein. Des connotations plus physiques, comme dur, mou, plat. Et des connotations géométriques, rond, longiligne, rectiligne, ce qui peut surprendre, puisque rectiligne pour une texture, on ne voit pas trop bien. Donc j'ai essayé d'illustrer ces différents types par des descriptions de syrah que j'ai collectées juste avant l'été, pour voir un petit peu comment ça peut se traduire dans la vie d'un œnologue. Et on a la fluidité qui arrive, ça c'est... Voilà, c'est un grand classique. Tannin un peu présent. Finale un peu sèche. La sécheresse, ça a été aussi pas mal évoqué. Des tanins très serrés, c'est un peu plus étrange, parce que je ne sais pas si c'est les tanins qui sont serrés ou c'est nos gencives qui se resserrent, ce n'est pas très, très clair. Bon, rêche, le côté rêche, je pense que c'est assez intuitif. Rustique,
Ouais, bon, qu'est-ce que c'est que rustique? Anguleux, c'est joli, hein, c'est anguleux. Est-ce que ça a une idée de ça accroche puisqu'il y a des angles comme ça? Bon, l'ampleur et la richesse, je pense que c'est assez intuitif. Des tanins présents, belloutés enrobés, c'est assez bon. Tanins verts, c'est très intéressant. Les tanins sont pas verts. Les tanins doivent être un peu marronasses, un peu comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tanin vert? Imaginez pour interpréter, que quand quelqu'un me dit que c'était des tanins verts, la quantité de connaissances qu'il faut avoir pour interpréter un tanin vert. C'est le tanin du vin dont le raisin était vert. Peut-être. Hein? Si ça se trouve, c'est carrément autre chose. Dernièrement, en Bourgogne, on m'a parlé de tanin calcaire. Waouh! Donc, c'est vraiment des raccourcis intellectuels assez osés, des fois. Et il n'est pas gagné que la personne qu'on a en face va comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Tanin gras, bon, vous savez bien qu'il n'y a pas de lipides dans les structures des tanins, donc ça doit vouloir dire qu'ils ont une texture huileuse, peut-être qui rappelle l'huile. On a les tanins petits, je ne pense pas que ça aille à voir aussi avec la taille de la molécule. La finale pointue, j'adore, hein, une finale pointue. Et des tanins ronds, imaginez que c'est l'opposé d'une finale pointue, parce que quand c'est rond, ça n'a pas des pointes. Ouais. C'est très imagé, c'est très métaphorique, et plus on est dans la métaphore, plus c'est difficile d'interpréter ce qu'on est en train de raconter. Hein, sauf si c'est des métaphores tellement évidentes de la vie de tous les jours que n'importe qui peut se mettre à la place. Mais bon, voilà, c'est pas du tout direct. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas évident. Donc, Gowell, en 2000, a dit, allez, j'en fais quelque chose, je vais essayer de mettre de l'ordre là-dessus, et il a publié La roue des sensations en bouche. Et donc, ça a le mérite d'exister. Je me suis tout de suite intéressé à cette roue. On voit des choses très intéressantes. Par exemple, il y a des familles où on trouve vraiment un côté dimensionnel. Vous voyez, par exemple, sur la famille qu'il appelait poids, bon, parce que les Anglais, sur tout ce qui est corps, ils appellent ça palate weight. Donc, weight va des plus fluides, watery, jusqu'à le plus visqueux, viscous. En anglais, en français, on ne dit pas très visqueux parce que ça fait pas très positif. Mais eux, ils n'ont pas de problème, viscous. Hot, warm, ça fait aussi une dimension de température que je ne vois pas trop bien ce qu'elle peut faire dans une roue sur la texture. Là, on a une jolie dimension sur la granulométrie, vous voyez, de talc, jusqu'à sawdust, qui est la sciure de bois, donc de quelque chose de très fin vers quelque chose d'assez grossier, donc ça, c'est assez intéressant. Mais après, sur ce côté de la roue, c'est un petit peu plus dans le désordre, c'est moins clair, quoi. On a les tissus, là. On a des choses assez difficiles à traduire en français, donc se servir directement de cette roue, pour nous, c'est pas si évident que ça. On a des choses qu'on ne comprend pas bien. À nouveau, les côtés unripe. Bon, c'est encore green, voilà, à nouveau green. Green, c'est une couleur, je rappelle. On a l'acidité. On ne sait pas bien pourquoi M. Gowell a mis l'acidité là et pas la sucrosité, le côté sucré. Le côté métallique, très ambigu aussi. Steely, hein, ça fait référence à l'acier. Voilà, c'est des choses assez difficiles à traduire. On ne sait pas trop quoi en faire. Et lui-même dit qu'effectivement, il y a un peu de redondance dans sa roue, qu'il y a des petits manques. Et puis, ça n'a pas été fait avec un nombre de dégustateurs énorme. Donc, un outil comme ça, je pense que ça méritait peut-être un peu plus vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche et de proposer quelque chose un petit peu mieux structuré. Donc, pour moi, ça ne me satisfait pas tout à fait. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Et donc, on s'est dit, on va faire un truc où on exprime la texture sans utiliser les mots. Donc, grâce à des matériaux. D'accord? Donc, d'où est venue cette idée? Cette idée est venue dans dimanche à Beaune. On visitait une maison de vin avec un collègue d'Afrique du Sud que peut-être certains d'entre vous connaissent, Wessel du Toit. Et donc, on a visité cette maison et dans le parcours très touristique, hein, il y avait dans un coin des étoffes qui étaient mises là pour les touristes, pour qu'ils puissent toucher la texture des tissus et comparer avec la texture des vins rouges qui étaient présentés. Et on a trouvé ça très rigolo.
C'était un petit peu ni fait ni à faire, mais c'est pas grave. L'idée nous a paru très intéressante. Et donc, nous, on a décidé de faire un petit peu la même chose, mais pas pour les touristes, plutôt pour les professionnels. D'accord ? Et donc, on s'est dit, OK, on va se poser 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut structurer en dimensions tous ces vocabulaires qui est un petit peu dans le désordre? Est-ce qu'on peut faire émerger des dimensions pour simplifier, pour organiser l'ensemble? Première question. Et deuxième question, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est jouable de faire ces parallèles entre ce qu'on perçoit avec les touchés des doigts et ce qu'on perçoit avec les touchés en bouche? Voilà. Donc les 2 challenges. Alors, je vais vous expliquer un petit peu notre démarche. Première étape, il nous faut des mots. Donc, pour obtenir des mots de texture, on a convoqué 30 personnes, on leur a donné 3 vins rouges bien différents, et on leur a demandé de générer du vocabulaire de texture, interdiction des mots de saveur et interdiction des mots hédoniques. Ça ne nous servirait à rien. On a complété cette liste par des données de la littérature. C'est toujours intéressant d'aller jeter un coup d'œil à la littérature. On trouve toujours des bonnes idées. Bien, donc, qu'est-ce qu'on a fait faire avec tous ces mots? On a essayé de faire un tri. Trier, c'est un petit peu organiser. Donc, un tri libre, c'est une tâche que nous, on adore parce qu'elle est très intuitive. On va donner tous ces mots imprimés sur des petites cartes. On va les mettre sur une table et le sujet va se mettre devant et on va lui dire « Faites des groupes, vous mettez ensemble ce qui se ressemble. » Et donc, très intuitivement, le sujet va commencer à faire des petits paquets. On a 20 sujets, on cumule tous les groupes de tout le monde et on peut récupérer une matrice qui a cette tête-là. Ça, c'est juste un petit bout de la matrice, évidemment, parce que si on a quelques dizaines de mots, vous imaginez que ce tableau, il est énorme. Donc, c'est une sorte de fréquence d'association entre mots. Vous voyez, là, on a par exemple, Rech a été mis 15 fois avec râpeux. Ça veut dire que pour ce sujet-là, Rech et râpeux, c'est quelque part similaire. Pas identique, mais au moins similaire. D'accord ? Donc voilà, on a différentes associations, plus ou moins fortes. Rugueux et râpeux, voilà, 16 sur 20. Ça fait beaucoup de monde qui pense que rugueux et râpeux sont reliés, donc qui pourraient exprimer des sensations tactiles proches. Et donc, il y a des choses qui ne sont vraiment pas reliées. Par exemple, là, on a rêche et irritant. Voilà, pour ces gens-là, quelque chose qui est rêche n'est pas forcément irritant. D'accord ? Donc, ce tableau qui est vraiment énorme, on ne va pas le regarder comme ça dans les yeux parce qu'on a du mal à visualiser ce qui est important. Donc, nous, on a des outils statistiques qui permettent d'obtenir des cartes multidimensionnelles pour visualiser de façon plus facile qu'est-ce qui se cache dans ces tableaux. Et donc, la carte que nous avons obtenue par analyse factorielle des correspondances, donc les 2 premiers axes ont cette tête-là, et donc on voit émerger de façon assez jolie un petit paquet de mots ici, ferme, dense, épais, consistant, volumineux, ample, dur, qui reflètent tous une idée de consistance. Là, oh là, merci. On a, en fait, il faudrait retourner ça comme ça. On a la rugosité ici. Bon, il y a l'effervescence qui s'est glissée dans le paquet de la rugosité. Et ici, on a le moelleux. Donc, vous voyez bien, ces mots-là, naturellement, s'organisent en paquets. Ça, c'est sur les 2 premiers axes, mais c'est multidimensionnel. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller creuser dans d'autres dimensions. Donc, la 3e dimension, voilà, la 3e dimension, c'est celle-ci. C'est l'axe vertical. J'ai gardé la première dimension commune et je vous présente à chaque fois une dimension supplémentaire. Donc là, sur la 3e dimension, dans ce coin-là, il y a tout ce qui relève de la fluidité. Voilà, encore un petit paquet de descripteurs qui émergent. Alors là, je pense que je ne sais pas si ça va aller. Dans la 4e dimension, oui, c'est sûr que je comprends si jamais vous n'arrivez pas à imaginer où est-ce qu'elle se place, la 4e dimension. Moi, j'y arrive pas non plus. Mais ça n'empêche pas aux mathématiciens de gérer plusieurs dimensions, plus que 3, plus que 4. Donc, sur la 4e, je vois là l'effervescence qui s'est un petit peu détachée. Je vois mieux comment l'effervescence se détache du picotement. Mais elle n'est pas loin, donc ça a du sens. Bon, il y a le chaud là qu'on a gardé, mais honnêtement, je ne suis pas très persuadé que le chaud... Toujours pas ? Bon, je ne bouge plus là. Il me faut un rétroviseur pour regarder mes slides.
Bon. Donc, je vais tenir, tiens. Je disais que, bon, pour moi, les choses, ce ne serait pas forcément un descripteur intéressant pour décrire la texture. 6e dimension, vous la placez où vous voulez. On a la finesse qui s'insinue ici, fin, léger, frais. Alors, il faut être conscient que plus je monte dans les dimensions, moins elles sont importantes. Parce que dans une AFC, c'est la loi. C'est comme ça que ça marche. Donc la 6e dimension, elle pèse moins lourd que la première ou la 2e. Donc cette dimension de fraîcheur, finesse, elle est moins saillante, moins évidente que les autres. Et la 7e dimension, il y a le grêle et visqueux qui apparaît, le pâteau, la queue. Vous voyez, c'est une espèce de gradient de viscosité là. Voilà, donc il est tout à fait possible d'organiser un ensemble de mots en dimensions. Bon, là, j'ai fait une classification ascendante hiérarchique pour avoir quelque chose un petit peu plus rigoureux et pas juste quelque chose de visuel, parce qu'avec les visuels, on a souvent envie de voir les groupes qu'on a envie de voir, en fait. Donc, je préfère des outils un petit peu plus automatiques. Bien, donc voilà pour les mots. Maintenant, pour les matières. Les matières, on a adopté 2 approches. Une approche qu'on va appeler l'approche surface, où on a des matériaux de surface qu'on a accrochés à des petites planchettes pour les transporter. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur ces planchettes? Du papier peint, des matériaux d'isolation, des tissus, des papiers de verre, toile de jute, plastique à bulles. Il y avait des dizaines de matériaux. On n'avait aucune idée, donc il fallait un petit peu essayer tout. Ça, c'est la modalité surface qu'on va approcher comme ça, vous imaginez bien. Et pour essayer d'atteindre d'autres dimensions du toucher, on a proposé aussi une autre modalité qu'on appelait prise en main. C'est-à-dire, il y a une boîte là, où on a essayé de couvrir pour que les gens ne voient pas ce qu'il y a dedans. Et donc, on a mis des matières à l'intérieur, des matières qu'on peut prendre dans la main. Voilà, vous voyez, de la farine, différentes farines, du riz, de la paille de fer. C'était un petit peu, des fois, un peu... Des billes d'eau, un petit peu gluantes, du coton, du gros sel, du sel fin, des plumes. Voilà, tout un tas de matériaux aussi. Pour explorer cette côté prise en main. D'accord? Bien. Il y avait énormément de matériaux, donc il fallait quand même les trier, les organiser. Donc, on a fait exactement la même chose qu'avec les mots. C'est-à-dire, on présente les surfaces. Bon, je les ai mis dans des enveloppes parce que vous imaginez bien que si je reconnais une matière à toucher, dans mon cerveau, ça va activer peut-être des histoires qui vont me dire « Ah, ça doit râper ». Même si après, bon, voilà. Donc, pour éviter ces genres d'influence, on les met dans une enveloppe, comme ça, on ne voit pas ce qu'on est en train de toucher. Donc, un tri libre sur les matières de surface et un autre tri sur les matières de prise en main, ce qui nous permet d'optimiser nos choix de matières et éliminer des matières qui sont redondantes, d'accord ? Qui sont tellement souvent mises ensemble parce que, tout simplement, elles renvoient le même toucher. Donc, voilà, donc une fois on a les mots qu'il faut et les matières qu'il faut, on va pouvoir jouer à relier les mots aux matières. Qu'est-ce qu'on va faire? Une tâche d'association entre les descripteurs et les matières. Donc pour les surfaces, comment ça s'est passé? Donc ça s'est passé dans une salle de cours, c'est pas très sexy, mais on a collé les descripteurs sur le tableau. Et on a mis les matières dans des boîtes archives, à nouveau pour éviter qu'ils voient la matière. Et donc, les personnes arrivaient, ils posaient la paume à plat dans la boîte, effectuaient des mouvements, voilà, tout était un petit peu standardisé. Et donc, une fois que j'ai touché une des surfaces, je me retourne, je vois sur le tableau quels sont les mots qui conviennent pour décrire cette matière-là. J'en prends 3 cartes. Et je les pose sur la boîte. J'ai passé à la matière suivante et j'ai fait toutes les matières. D'accord? Voilà un petit détail. Voilà, des petites enveloppes comme ça avec les cartes. On pouvait mettre un même mot dans différentes matières, logiquement. Voilà un petit peu comment ça se passait. Et on obtient des associations entre les matières et les mots. Par exemple, oubliez les dessins, c'est du sopalin, on n'en avait pas des blancs, on a pris un sopalin avec une fleur, mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est que c'est un sopalin. Donc, ces sopalins-là étaient trouvés tapissants par 12 personnes, soyeux par 9 personnes, légers par... Vous voyez, c'est des associations plus ou moins fortes.
Il y avait de belles associations. Par exemple, ce papier de verre, il a été trouvé rugueux par 20 personnes. Voilà, pas de souci. 24 personnes ont trouvé cet autre papier de verre rugueux. Donc voilà, ça nous fait un grand tableau également. Et vous ne devinerez pas, on a fait une analyse factorielle des correspondances, puisqu'on aime ça. Mais cette fois-ci, on n'a pas que des mots. Cette fois-ci, on a les mots et les matières. Donc les matières sont codées avec un T quelque chose. D'accord ? Donc, si on fait une classification sur les coordonnées de ces points, automatiquement, on obtient 4 paquets qui sont assez joliment séparés. En plus, avec un pourcentage d'explication sur les 2 premiers axes, qui est aussi assez joli compte tenu de la quantité de variables qu'on a mis dans le tableau. Donc, on a déjà un premier plan qui raconte vraiment une histoire. L'histoire est, tous ces mots-là, on peut le mettre en 4 paquets. Un paquet par ici, mou, onctueux, souple, tapissant, épais, voilà. Un paquet par ici, fluide, satiné, lisse. Un paquet par ici, dur, dense, ferme. Et un paquet par ici, piquant, irritant, picotement, asséchant, rugueux. Vous voyez, ça a du sens. Donc, pour moi, on a trouvé 4 dimensions tactiles grâce aux modalités de surface qui pourraient déjà nous permettre de décrire le vin sans passer par les mots, rien que par les planchettes. Un petit mot sur les prises en main aussi, quand même, parce qu'on l'a fait aussi. Voilà, les pots et les descripteurs. Nous avons également obtenu des associations. Voilà, donc je vous passe les détails parce que vous avez compris la logique. Et là, j'ai fait également le même type d'analyse, sauf que là, c'est moins joli. C'est moins joli, pourquoi ? Parce que c'est des patates un peu superposées, c'est pas bien séparé, parce que le pourcentage il est bien plus faible. Donc, on a quelque chose qui, pour moi, n'est pas très bien structuré, qui est un petit peu ambigu. On ne sait pas bien si le jet, il est plutôt vers le rouge ou vers le... Voilà. Donc, nous avons décidé de, pour l'instant, mettre les prises en main en stand-by et puis continuer à travailler un petit peu avec les modalités de surface qui étaient plus prometteuses. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la prise en main, mais au jour d'aujourd'hui, on s'est arrêté là. Donc, je vous présente maintenant comment est-ce qu'on a appliqué les planchettes à la description du vin sans utiliser des mots. Alors, comment ça s'est passé ? Nos planchettes et nos classeurs, là, vous connaissez. Du coup, il y a du vin, donc des crachoirs. Ça, c'est des crachoirs. On a fait, sur 3 vins, déguster. Donc, les gens prenaient un des verres et ils se baladaient. Ils goûtaient le vin et ils touchaient les matières. Ils se baladaient, ils se baladaient. Ils avaient un tableau comme celui-là, ici, où il y a les codes du vin et les codes de la matière. Et ils mettaient une croix quand ils pensaient que la matière décrivait le vin. D'accord ? C'était simple pour eux, ils mettaient juste des croix. Si on cumule tous ces croix sur l'ensemble du panel, je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes, on obtient un tableau des fréquences qu'on analyse par analyse factorielle des correspondances. On adore ça. Sauf que on sort un petit peu du classicisme de l'AFC, puisque là, on n'a pas de descripteurs. Il n'y a pas du tout de descripteurs. Donc, on a une carte où on peut décrire le vin, mais pas avec des mots, avec des matières. Donc, c'est sûr que pour votre contre-étiquette, ça ne va pas être facile. Mais pour des histoires des recherches, des pré-thèses, des vinifs expérimentales, des caractérisations d'essais, ça peut être très intéressant. Donc, voilà, on a le vin A qui a été décrit très poétiquement par 395, 255, 115, par ces matières-là. Donc, ces matières-là reflètent la texture du vin A. Le vin B et le vin C sont, eux, plus similaires entre eux qu'ils le sont du vin A, visiblement. Et le C a été caractérisé par ces 4 matières-là, les B par ces 4 matières-là, sachant que ces matières-là au milieu caractérisent presque aussi bien le B que le C. D'accord ? Alors, si vous voulez absolument avoir des mots, on peut effectivement superposer les mots qu'on avait eus pour la description des matières. D'accord ? Donc là, on a des dimensions qui relèvent de l'épaisseur et de l'onctuosité, là de la fluidité, là de la densité et la fermeté, et là de la rugosité. Donc, je vois bien, comment vous dire, une petite mallette avec tout un tas de planchettes, différentes surfaces qu'on peut peut-être soit en éventail, soit comme une espèce de bouquin, je ne sais rien,
où on se balade, on goûte du vin, et puis on dit, ouais, moi c'est plutôt celle-là, puis on cumule tout ça, puis on traite les données, donc ça peut être intéressant. Et puis si on a envie de développer vraiment un vocabulaire, un lexique standardisé sur la texture, on part des matériaux, et puis on travaille avec un grand nombre de professionnels, je pense qu'on parle d'une centaine au moins, et on essaye de voir vraiment quels sont les mots qui sont un petit peu plus transculturels finalement. Qu'un Bordelais et un Bourguignon, je ne sais pas si c'est possible, mais des mots communs. Des mots communs. Parce que des mots, il y en a beaucoup, mais on n'a pas besoin de 200 mots. Peut-être avec une trentaine de mots, ça irait. Voilà, donc si je réponds à mes deux questions d'origine, est-ce qu'on peut trouver des dimensions sous-jacentes du toucher en bouche? Je pense que oui. En tout cas, pour les planchettes, ça marche très très bien. Sur les modalités de prise en main, on est un petit peu bloqué, mais il faut s'accrocher, il faut continuer à tester des matériaux, et je pense qu'on finira par trouver qu'est-ce qui caractérise au mieux cette côté texture en bouche. Pour ma deuxième question, est-ce que ça a du sens de faire une association entre le toucher sous la peau et le toucher dans la bouche? Moi, je pense que oui aussi, parce qu'on a vu que ça avait quand même du sens, le résultat. Statistiquement, ça avait également du sens. Donc, je pense qu'on est sur une bonne voie. Remercier aux personnes impliquées dans le projet. Donc, Solène, je vous l'ai déjà présenté, c'est la principale protagoniste. Dominique Valentin, que certains d'entre vous connaissent, c'est ma chef, qui a co-encadré ces stages avec moi. Dominique Perron, quelqu'un de l'UEV que vous connaissez peut-être aussi. Maria Pilar, c'est une chercheuse à Saragosse et à La Rioja, qui va un petit peu nous rejoindre pour continuer ces projets-là. Je pense qu'on est parti pour 2 ans facile. Christelle, Christelle quitte le projet parce qu'elle a trouvé chez Chanel. Et voilà, donc la suite bientôt. Merci pour votre attention. C'est beau l'analyse analytique. Alors, c'est sûr que j'ai hâte d'avoir ce genre d'approche. Mais là, j'ai analysé 3 vins. Donc, moi, je pense qu'il faut taper sur une trentaine au moins pour commencer à s'attaquer à des choses sérieuses. Donc, oui, effectivement, quand on va avoir une analyse par les matériaux d'une trentaine de vins avec un spectre de textures bien, bien large, là, j'aurais très, très envie de caractériser. Je vais peut-être t'appeler Aude pour caractériser physico-chimiquement ces échantillons et voir si on peut, par une petite PLS ou des choses comme ça, établir des prédicteurs, parce que c'est ce qu'on veut, des prédicteurs.